La coalition cash est-elle en euthanasie? Le cap pour le changement est ici le bord de l'implosion. Peut-on dire que l'incarcération de Vital Kamerhe traduit la rupture entre Félix Tshisekedi et son allié principal? Mais en fait, la justice a-t-elle ouvert un autre front qui pourrait s'avérer contre le président Tshisekedi? Et Vital Kamerhe lui-même est-il finalement ces spécialistes des courtes genres? On sait qu'il a été aux côtés de Joseph Kabila. Il n'a pas mis longtemps avant de basculer dans l'opposition et d'endurer 10 ans avant de revenir aux affaires. Ce soir, dans Non à la balkanisation du Congo, nous allons aller en profondeur autour de cette actualité qui ébranle le microcosme politique. Madame, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend en tout cas de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Non à la balkanisation de la RDC. Nous sommes très contents de vous retrouver en noir et blanc comme toujours. Le noir qui symbolise un peu de tristesse parce que notre pays est atteint par le coronavirus. Déjà 20 victimes sur les 207 cas. Le nombre de personnes contaminées qui grimpent tous les jours. Du blanc pour symboliser cet espoir que nous avons en nous disant que nous finirons par vaincre cette pandémie, mais aussi vaincre les ennemis de la RDC qui tiennent à tout prix à ce que ce pays soit balkanisé. Nous, on a dit dans Non à la balkanisation de la RDC que nous quitterons le front quand le dernier ennemi aura des armées. Je vous présente mes invités. Claude Molicho Kayembe, qui est là. Bienvenue, Claude. Merci de l'invitation, JPK, Jean-Pierre Kayembe. Je salue tout le monde qui nous suit, surtout ceux de l'Europe. Parce que ils sont très nombreux maintenant, un peu confinés. Ils sont confinés comme nous. Ils sont confinés comme nous, ici à Kin. Mais ils sont très intéressés à la situation sociopolitique de la République démocratique, surtout sanitaire aussi. Comment évolue la gestion du coronavirus ou Covid-19. Je vous salue et vous ne serez pas déçus, vous serez très très informés de la situation de notre pays. Voilà, belle entrée en matière avec Claude Molicho Kayembe. À ses côtés, vous avez remarqué le tonitruant, je me permets quand même de le dire, Nico Faye, l'homme d'Antoine. C'est comme ça qu'on vous appelle depuis un temps. Antoine. Bon, merci beaucoup. Comment ça va, Nico? Bienvenue. On tient, nous tenons plus qu'avant. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous avez offert ce jour. Voilà, vous êtes là et vous allez nous faire rapidement un rappel historique. C'est très important. On est au 40e jour maintenant. Oui, oui. Combien de jours a-t-on déjà consommé? Combien de jours nous reste-t-il? Merci beaucoup pour le fait que vous êtes aussi approprié le rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 1369 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 340 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État et Covid-19 au Congo, 30 jours déjà. Voilà, vous avez oublié Mike Mukeba, il a quand même été libéré, c'est une très bonne chose. C'est pour cela qu'on a élagué. Voilà, on a élagué Mike. Voilà, Mike Mukeba qui est libre depuis une semaine maintenant. J'étais avec lui au téléphone. Ce matin, il est en très bonne forme. Il va reprendre ses activités après cette crise sanitaire. Et d'ailleurs, nous aurons Mike Mukeba dans cette émission, c'est promis. Je vous le conjure. Voilà, on va entrer en matière. Nico, vous gardez le micro. On attaque directement avec l'actualité politique. Vital Kamerhe, la justice, on sait qu'il était invité, non pas convoqué, mais on a été surpris d'apprendre qu'il a passé une première nuit à la prison de Makala. Le parquet, le magistrat, instructeur a décidé qu'il soit placé en détention préventive, enfin, comme on dit, placé sous mandat d'arrêt provisoire, parce qu'il est poursuivi pour détournement des fonds publics. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Oui, nous avons tous été informés du mandat de comparution qui lui avait été lancé. Et après, on a ouï dire qu'il y avait une erreur sur une mention. L'officier du ministère public avait renouvelé le mandat. Il avait, et l'autre aussi, était tenu de répondre à ce mandat. Il s'y est rendu avec un nombre important de ses sympathisants qui ont envahi la 4e rue. Nous ne voyons pas cela. Nous voyons la personne pour laquelle le mandat est lancé, l'officier du ministère public. Vous pouvez aller vous embarquer, vous pouvez aller vous remorquer toute une ribambelle de gens. Écoutez, ça n'a rien à voir avec le travail pour lequel l'officier du ministère public est chargé. Entendu pendant 6 heures, auditionné, verbalisé pendant 6 heures. Oui, tout à fait. Mais j'aimerais d'abord
que les gens arrivent à comprendre, parce qu'on dit que le directeur de cabinet, il a rang de vice-premier ministre, son juge naturel, c'est celui de la Cour de cassation. Oui, mais ici, nous sommes dans le cadre des enquêtes. C'est pour cela que je n'ai pas voulu que les émissions que nous passons soient toujours des émissions pour lesquelles les gens peuvent nous prendre pour des gens qui viennent faire du blabla. Mais il faut que les gens arrivent à comprendre que nous venons, nous avons de la matière et nous disons des choses dont nous avons la maîtrise. Okay. Concernant les enquêtes, j'ai avec moi ici le décret du 6 août 1959, c'est-à-dire pourtant code de procédure pénale. C'est-à-dire, pour tout ce qui est matière pénale au Congo, n'est régenté que sur la procédure sur ceci. Ça, c'est le code de procédure. Qu'est-ce qu'il dit concrètement? Lorsque vous lisez l'article 16 du code de procédure pénale, je dis bien, article 16 du code de procédure pénale qui vous nous dit, l'officier du ministère public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nécessaire. On dit bien, l'officier du ministère public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nécessaire. Alors clairement, ça voudrait dire qu'au parquet, il n'y a pas de privilège juridictionnel. Écoutez, si lors d'une enquête, le ministère public peut arriver même à citer même le président de la République, s'il estime son audition nécessaire. Ok. D'où nous devons clore ce débat-là, de dire que non, il ne devait pas aller être entendu devant l'officier du ministère public, le parquet général près la cour de Matete. Écoutez, quant à l'audition, le ministère public peut le faire à tout le monde. Et peu importe son rang, peu importe son lieu de résidence. Pour des raisons d'enquête, lorsqu'il estime bon, il peut faire citer quelqu'un. On va dans le fond maintenant, Nico. Maintenant, ici, nous sommes en face des soupçons de détournement de deniers publics. Détournement présumé, il faut préciser. Mais je dis des soupçons. Ah ouais, des soupçons, ok. Des soupçons de détournement de deniers publics. Qui a comme base légale l'article 145 du Code pénal. Je dis bien, article 145 du Code pénal. Les internautes vont consulter à la maison. Article 145. Il faudrait que les émissions aient aussi un caractère pédagogique pour taire ce qui va se raconter ça et là sous les arbres. Qu'est-ce qu'on entend par fonctionnaire public? C'est en matière pénale et fonctionnaire, tout celui qui est payé par l'État congolais. Tout celui. Or, par essence, un fonctionnaire de l'État est celui qui est régi par le statut de la fonction publique. En droit administratif, un magistrat n'est pas un fonctionnaire public. Un enseignant n'est pas, un professeur d'université n'est pas un fonctionnaire d'État. Mais ils sont payés par le trésor public. Regard, il y a une différence entre les droits pénals et les autres droits. Ah, le droit administratif. Oui, Okay. et les autres droits, parce qu'il y a plusieurs droits. C'est ça ce qui fait le caractère de l'autonomie du droit pénal. En droit pénal, est fonctionnaire tout celui qui est payé par l'État. Nico, on va quitter le juridisme, c'est très compliqué là. C'est le débat qu'il y a maintenant sur non, il faut qu'on évolue parce que le juridisme, honnêtement, il y a des gens qui ne font pas comprendre, mais je voudrais qu'on attaque le fond des choses. Vital Kamerhe a passé sa première nuit au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Oui. Jusque-là, nous devons spéculer parce que personne sur ce plateau n'a eu accès au dossier. Mais nous pensons qu'il y a des soupçons sérieux de culpabilité pesant sur lui. Le magistrat, après l'avoir auditionné, après plus de 5 heures d'audition, j'estime que si le magistrat instructeur est arrivé à cette décision, c'est-à-dire qu'il a réuni au moins un certain nombre d'éléments. Parce que pour arriver à décider du dépôt et du mandat d'arrêt provisoire, il faut que le magistrat instructeur soit quand même en possession des indices sérieux de culpabilité. Mais sa fuite n'était pas à craindre. On sait que les frontières sont fermées. Vital Kamerhe n'allait pas fuir. Il a une résidence bien connue. Il a des fonctions, et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas l'assigner, ne serait-ce qu'en résidence surveillée? Non, s'il te plaît, attention. En droit, il y a un fait très important, la gravité de fait. Pour des infractions bénignes,
on peut estimer que la personne, la fuite n'est pas crainte. Mais il y a une catégorie d'infractions. Par exemple, détournement, viol, assassinat. Ne pensez pas que lorsqu'il y a ce genre de soupçons pèse sur vous, qu'on doit vous laisser en liberté. Non. Parce que la personne peut s'arranger pour faire disparaître les traces ou soit prendre les larges. C'est pour cela, pour une certaine catégorie d'infractions, la liberté provisoire, dans une certaine mesure, on peut s'en passer. Merci Nico. Claude Molicho va prendre la parole. On sait que la liberté est un principe, la détention une exception. Claude, est-ce que vous arrivez à concevoir que Vital Kamerhe a passé une nuit, enfin, je veux dire, le tout-puissant Vital Kamerhe est en prison? Oui, Jean-Pierre, le tout-puissant Vital Kamerhe Wakanyingini est en prison. Il a passé sa première nuit, sa deuxième aujourd'hui, et il en sera ainsi. Et ça pourrait prendre beaucoup de temps parce que le procureur a dit qu'on a suspendu toutes les affaires en cours. Voilà. Et il est en détention, il est placé en détention préventive à la prison centrale de Makala, pavillon 6, chambre 2, avec les autres. Ah, vous avez tous ces détails, hein? Oui. Alors, moi, je ne me réjouis pas parce qu'il y a un Congolais qui est en prison, mais je suis un peu satisfait parce que ce combat n'a pas commencé aujourd'hui. Quand nous on passait, ça fait maintenant plus d'une année, sur des chaînes de télévision, sur d'autres plateaux, pour dire que non, le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État a été mal conçu et mal appliqué. Les gens nous prenaient comme des gens qui étaient contre, soit les chefs de l'État, soit contre Vital Kamerhe. On a dit non. Parce qu'on a eu même entré en possession de ce document de 77 pages, 77 pages. Un programme d'urgence de 100 jours qui a été lancé un certain 2 mars 2019. Quelques mois après la prise du pouvoir du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a dit d'abord que ce n'était pas une urgence de lancer ce programme. De deux, ça a été lancé, mais l'exécution n'était pas vraiment bien faite. Parce qu'on avait commencé à tâtonner, l'argent sortait. Vous vous souvenez, à cette époque-là, Vital Kamerhe, directeur des cabinets chefs de l'État, avait suspendu le mouvement du personnel dans les entreprises. Il n'y avait plus d'engagement, il n'y avait plus de mise en place. Et la sortie des fonds était centralisée à la présidence de la République. Il était devenu en même temps chef du gouvernement, ministre des Finances, ordonnateur des dépenses publiques. Et tout, c'est Vital Kamerhe qui centralisait tout. Et les gens ont oublié ça. Et en exécutant ce programme, on a fait des passations des marchés sans suivre la procédure normale, parce que nous sommes dans un état de droit. Ce qu'on appelle des gré à gré. Des gré à gré, qui est condamnable par la loi. Il y a eu des entreprises fictives. On aurait même cité son épouse qui avait une entreprise fictive sur papier qui n'était pas réelle, qui avait bénéficié aussi des avantages de passation du marché de gré à gré. Je vous dis, c'était terrible. Et nous, on était les premiers, parmi les premières personnes à dénoncer cela. Est-ce que vous voulez dire que le président Tshisekedi n'était pas au courant de tout ce qui s'est passé en ce temps-là? Parce que moi, j'ai dit une fois que si on parvenait à protéger Vital Kamerhe comme on le faisait ou comme on le fait, et le chef de l'État pouvait porter lui-même la responsabilité de ces dossiers, de cette affaire. Et aujourd'hui, on se réjouit parce que d'autres qui ont bénéficié de cet argent, mal géré du programme de 100 jours, ont été placés aussi en résidence sous mandat d'arrêt provisoire. D'autres même ont été libérés par caution, notamment 35 millions qu'on venait d'encaisser ici dans le trésor public du DG de la Banque, qui était contraint aussi à la démission dans cette entreprise-là. D'autres, le Mundele là, je ne sais pas comment il s'appelle, il a voilà. David Batner. Et ainsi de suite. Alors, Claude, moi j'ai dit, aujourd'hui, Fachi commence à avancer vers un réel état de droit. Est-ce qu'il n'a pas, pas cédé à la pression? Est-ce qu'il n'essaie pas de régler des comptes politiques à un potentiel challenger pour 2023? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les faits sont là. Vital Kamerhe s'est déplacé au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa Matete avec toute une pile de dossiers et il a été confondu devant son juge, l'avocat général qui instruit le dossier.
Il a été confondu. Il ne s'agit pas d'un procès politique comme l'UNC l'avait dénoncé dans un communiqué la veille de cette audition. Ils avaient dénoncé un procès politique qui visait à affaiblir la coalition Cash. S'ils ont un accord de Nairobi, ici ce n'est pas l'accord de Nairobi. Mais là où l'UNC est en train de s'accrocher, c'est lorsqu'ils disent que Vital Kamerhe a managé les programmes d'urgence des 100 jours du chef de l'État sous la bénédiction du chef de l'État. Ça voudrait dire? Est-ce que Vital Kamerhe, je me pose la question, Vital Kamerhe va-t-il citer le chef de l'État devant son juge naturel qui est la Cour de cassation lorsque le procès va commencer? Parce que le procès va commencer réellement. Il y a des indices de culpabilité vraiment qui enfoncent, qui enfoncent Vital Kamerhe. Et le procès va suivre ce cours. Ce sera un procès très intéressant pour une fois dans ces pays et les gens vont suivre. Moi, je me dis, c'est là que l'UNC est en train de s'accrocher. Parce que le chef de l'État peut donner une instruction ou une orientation verbale à son directeur de cabinet. Ça peut arriver. Mais ici, nous savons qu'il y a une ordonnance présidentielle portant nomination de Vital Kamerhe comme directeur de cabinet chef de l'État. C'est une décision du chef de l'État. Donc c'est en cette qualité-là. Est-ce que vous craignez le risque? Vous craignez le risque que Vital Kamerhe arrive à citer le chef de l'État comme étant impliqué lui aussi dans ces détournements des fonds publics? Ça pourrait arriver, ça pourrait arriver. Parce qu'avec à la lire où vont les choses, parce que le procès, quand ça va commencer au niveau de la cour d'appel, il y aura des révélations et des révélations. Mais attendez, Claude Molichot, parce que c'est important que je vous propose cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre les réjouissances qu'il y a eu au soir de cette incarcération? On a vu les militants de l'UDPS, des motocyclistes, klaxonner partout dans la ville, se réjouir de l'incarcération des Kamerhe. Est-ce que ce n'est pas ça que voudrait dire qu'il s'agit d'une certaine façon d'un procès politique? Non, ça c'est l'aspect extérieur du dossier. Mais les faits sont là, nous nous basons sur les faits juridiques ou les faits sociaux démontrent que il y a un indice de culpabilité. Je ne suis pas juge, je ne peux pas condamner Vital Kamerhe ici. Et ce n'est pas pour rien que l'instructeur a placé Vital Kamerhe sous mandat d'arrêt provisoire. Parce que les gens se posent des questions. Sa résidence est connue, c'est une autorité dans ces pays, directeur de cabinet, ce n'est pas n'importe qui. Vital Kamerhe... alors, nous on s'est dit, en cette qualité-là de directeur de cabinet, du chef de l'État, il peut influencer la procédure en étant libre. Parce que Vital Kamerhe n'est pas n'importe qui. Est-ce qu'il n'y a pas de consignes? Les mettre un peu. Est-ce qu'il n'y a pas de consignes qui seraient venues de l'Union africaine pour qu'il soit, dans un premier temps, placé là au niveau du CPRK? Je ne pense pas. Et Vital Kamerhe ne s'attendait pas s'il allait être placé sous le mandat d'arrêt provisoire. Ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas. Parce que non, il arrive avec ses dossiers ou ses preuves. Mais il a été confondu. D'ailleurs, on a appris qu'il ne s'est pas très bien défendu. À la prison, aux dernières nouvelles, on apprendra qu'il a fait une déclaration à partir de la prison centrale de Makala qu'il est venu libérer les prisonniers. Il va libérer les prisonniers. Bon, je ne sais pas quelle libération, je ne sais pas si c'est l'AFDEL ou la libération de l'UNC, je ne sais pas, mais il va libérer les prisonniers. Est-ce que VK... d'expliciter ce concept-là. Cette déclaration ne nous est pas parvenue. Est-ce que VK n'est pas victime d'un complot politique, Claude Molichot? Mon cher, bon, peut-être c'est un aspect extérieur, c'est parce que tout est politique dans notre pays. Mais il y a des gens qui ont levé le ton dans ces pays, parmi lesquels Claude Molichot, que vous voyez ici, pour dire que Vital Kamerhe est le seul responsable de la mauvaise gestion du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Depuis le mois de mars de l'année dernière, ça fait plus d'une année. Et lorsque j'ai constaté qu'il y a des gens qui ont été arrêtés préventivement et placés en résidence, placés en prison, d'autres même payé des cautions. Je me suis dit, comment se fait-il que c'est lui qui a piloté, qui a managé, comme dit la déclaration du bureau politique de l'UNC, il a managé ce programme, il est libre comme l'air, et les gens qui ont réceptionné l'argent, qui ont reçu cet argent de la corruption ou de la sous-traitance sont placés. On va évoluer. C'est une question fondamentale. Et je me suis dit que si Vital n'est pas interpellé, c'est Fachi qui ne peut pas porter la responsabilité, ou Fachi, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui pourrait porter la responsabilité de ces dossiers. Nico va prendre la parole. Nico, s'agit-il dans ce cas d'un procès politique? Essaye-t-on de liquider ou de se débarrasser d'un témoin devenu encombrant? Jean-Pierre, vous me rappelez ma lutte que j'ai menée avant les élections, lorsqu'il y avait une clique d'individus
qui étaient condamnés par des décisions de justice, les mêmes gens qui crient aujourd'hui au procès politique, ont appelé cela aussi au procès politique. La question fondamentale que nous devons nous poser au Congo, est-il dit au Congo qu'un homme qui est politique ne peut-il pas faire l'objet de poursuites judiciaires ou bien ne peut-il pas être condamné? Mais dans ces pays, Jean-Pierre, vous avez fait tuer les gens ici. Je cite les noms. Frank Djongo, condamné par la haute cour. Muyambo, condamné. Jekoko, condamné. Diomindongala, condamné pour des infractions des droits communs. Moïse Katumbi dans l'affaire Seliona. Moïse Katumbi était en dehors du pays. Mais vous avez évoqué un concept ici qu'on a appelé décrispation. On disait les prisonniers emblématiques. Écoutez, c'est dans quel pays? Dans mon pays pour lequel moi j'ai failli mourir? Et que vous appelez les gens qui ont été condamnés des prisonniers emblématiques. Je suis fier aujourd'hui que les mêmes qui ont utilisé les mêmes discours, aujourd'hui, j'ai entendu Frank Djongo dire que non, le procès n'est pas politique, il est judiciaire. Donc pour lesquels on a cherché à retarder les élections. Il ne faut pas oublier que dans ces pays, le rassemblement et l'Église catholique ont cherché à ce que les élections soient retardées avant que ces soi-disant prisonniers emblématiques ne soient élargis dans ces pays. Alors pour revenir à la question de l'homme, moi je m'en tiens aux faits. En droit, on dit donnez-moi les faits, je te dirai les droits. On a donné les faits. Si le magistrat instructeur a décidé de la mise en détention préventive, c'est pas pour rien. Mais ici, nous, y a de faits attendez, Nico. Ici, nous, c'est pas le fait. Nous allons au-delà des faits, nous débriefons. Les non-dits du dit. Écoutez, vous savez, la politique, je l'ai toujours défendue comme étant la continuation de la guerre sous d'autres formes. Au lieu qu'on continue à s'entretuer par les armes, mais on s'entretue par d'autres formes. Mais moi, je ne vois pas cela. Lorsqu'on est politique, il faut être conséquent. Il faut bien marcher. Il faut savoir là où vous placez le pied. Pour ne pas ouvrir le boulevard des 68 bandes à vos adversaires. Est-ce que lui-même, Caméré, a-t-il ouvert le boulevard à se faire pour l'éliminer? Mais on sait qu'avant son arrestation, il y avait des gens qui s'étaient levés, il y a des gens qui ont dit qu'il serait arrêté. Est-ce que ça ne traduit pas qu'effectivement, M. Caméré est victime d'un coup politique ou d'un quelconque règlement des comptes de son allié principal? Je vous dis ceci. Je vous dis, nous sommes dans l'univers politique. L'univers politique, c'est un monde magique. C'est un monde festif. C'est un monde impitoyable. Oui. Mais, pour arriver à cela, pour qu'il arrive à être à Makala, mais qu'est-ce qui a fait que le magistrat puisse décider de sa mise en détention préventive? C'est-à-dire, il y a eu un fait qui était érigé en infraction. Mais on disait qu'il était devenu de plus en plus encombrant pour le président. Mais c'est ce que je dis. Oui. Il faut comprendre mon discours. Je dis ceci, lorsque vous faites la politique en Afrique, il faut savoir où placer les pieds. Il faut vous comporter correctement. Pour que vous ne puissiez pas donner l'occasion à vos ennemis de vous écraser. Parce que vous ne voyez pas les risques qu'il encourt. Non seulement il est dans l'obligation de présenter sa démission, et il est poursuivi pour une prévention de détournement, une prévention prévue dans notre loi d'un cas d'inéligibilité. Je sais pas si vous voyez les risques qu'il encourt. C'est-à-dire, s'il arrivait que le procès ait eu lieu et qu'il soit condamné, c'est-à-dire... Il sera déchu de ses droits politiques. Il ne sera plus éligible. Alors, on l'a eu dans ce cas. C'est-à-dire, est-ce que... Moi, je ne vois pas les aspects politiques. On s'est débarrassé de la bonne façon d'un potentiel adversaire politique. Écoutez, vous voulez que je vous parle en quelle langue? Non, je vous comprends. Je peux être votre ennemi, mais manquant l'occasion pour vous écraser. Mais dès lors que vous me facilitez la tâche pour que je vous écrase, en politique, il n'y a pas de cadeau. Mais est-ce que vous comprenez l'UNC quand elle dit qu'on a humilié Caméré? Ce n'est pas de cette façon qu'on traite un allié politique. Est-ce que vous comprenez le sens de cette déclaration? Vous n'avez jamais compris. Lorsque je dis parfois, les gens ne me comprennent pas, mais aujourd'hui, les gens commencent à comprendre. Il n'y a pas un seul parti politique hypocrite comme UDPS Tshisekedi.
C'est un parti politique, lorsqu'il voit ses intérêts menacés, il peut même vous lâcher, il peut même vous sacrifier. Combien a-t-on sacrifié en son temps? Même à tort, on vous sacrifie. Est-ce que le problème... Aujourd'hui, parce que, oui. Qu'est-ce qui est mis en danger? C'est la crédibilité de l'UDP Tshisekedi et d'Antoine lui-même. Est-ce que le problème, ce n'est pas Tshisekedi lui-même qui ne respecte pas ses accords? Je dis ceci, aujourd'hui, vis-à-vis de mon peuple, quelle est l'image, quelle est la réputation quand aujourd'hui UDP Tshisekedi? Quelle est la réputation? Dernière question. Sortez ici. Vous allez sentir que les gens ont vomi un parti pour lequel les gens s'étaient adonnés. Les gens sont tombés. Les gens sont morts, ont perdu leur emploi. Aujourd'hui, la gestion était catastrophique, désastreuse. Et surtout qu'on a fait tuer les gens au nom de la bonne gouvernance. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on parler de bonne gouvernance? Dernière question. Maintenant, le stratagème par l'UDP Tshisekedi, c'est quoi? Il faut sacrifier celui qu'on a appelé allié pour essayer de redorer son image déjà ternie. Dernière question avant de passer à Claude Molicho, Nico Faye. Avant de tourner cette émission, quelqu'un me disait, mais est-ce qu'il ne s'agit pas de la politicaille? Ce n'est pas un jeu politique, ce n'est pas de la mascarade. On l'envoie en prison, ensuite il ressort innocenté. Et qu'on voulait juste faire passer message dans l'opinion qu'il y a eu mon DIRCAB qui a été placé en détention. Oui, si c'est un jeu, mais ce n'est pas un jeu en tout état de cause en faveur des Camerounais. Là, il ne faut pas concevoir le vaste. On l'a humilié. Écoutez, si c'était un jeu, est-ce qu'on l'a humilié? Moi, je ne parle pas de l'humiliation. En politique, tu peux tout perdre, mais ne perds pas la réputation. Tu peux manquer de l'argent. Lui-même, Caméré, avant les élections, il avait quelle situation financière? Mais comme il avait encore une crédibilité douteuse, il n'y avait pas encore de faits mis à sa charge clairement, mais après les élections, il a refait la santé financière. On a vu sa femme tout en larmes à la prison de Makala. Aujourd'hui, une des familles la plus opulente du Congo aujourd'hui. C'est l'opulence dans le chef de la maisonnette des Camérés. Mais s'il a accepté, au nom d'un quelconque jeu politique, il n'a pas bien joué, il n'a pas bien réfléchi. Parce que l'opinion, c'est que l'opinion a déjà, l'image que l'opinion a vis-à-vis de lui n'est pas redorée. Merci, Nico. Dans un laps de temps. Alors, Claude Molicho, quel avenir pour Vital Kamerhe en ce moment? Même s'il est innocenté un jour, blanchi, quel sera son avenir? Va-t-il garder son poste de DIRCAB où il y a nécessité qu'il soit remplacé? Aujourd'hui, si on arrivait à blanchir Vital Kamerhe à l'issue de ce procès, qui va bientôt commencer à la cour d'appel de Kinshasa Gombe, ça risque de noyer même le chef de l'État lui-même. S'il est innocenté. Si c'est un jeu mais qui est joué entre le chef de l'État et son directeur de cabinet, parce que ça peut être le cas comme mais le parquet dire ici que non, un jeu politique, le parquet on le jette en prison, après on instruit le dossier, le procès commence et à l'issue du procès, il est blanchi. Oui, mais c'est ça, le parquet instruit à charge, à décharge. Tout à fait. Ça peut arriver qu'à l'issue de ce procès, que non, Vital, non, il n'a pas détourné, ce sont des présomptions, tout ça, tout ça. Et il quitte la prison, il chante à la gloire et il devient encore plus populaire. Son avenir maintenant, son avenir politique. Bon, si réellement, parce que moi j'attends les prononcés du jugement. Et il y a la cour d'appel de Kinshasa Gombe. La cour de cassation. Pardon, la cour de cassation ici à Kinshasa. Merci. Merci de la précision. De la cour de cassation. L'ex-Cour suprême de justice. C'est là que ça fonctionne. J'attends les prononcés. Parce que anticipons. Là, il bénéficie de ces anticipons. Il y a des indices de culpabilité, bien sûr, mais il a ses avocats qui ont la train de fouiller sur le dossier. Et lorsque le procès va commencer, il va se justifier. S'il est condamné ou blanchi, que deviendra-t-il? Il y a d'autres personnes qui ne sont pas impliquées, qui peuvent se constituer en partie civile, qui ont des éléments de preuve pour charger Vital Kamerhe lors du procès. Vous ne répondez pas à ma question sur son avenir en cas de condamnation ou même s'il était blanchi. C'est ce que j'étais en train de dire. S'il est blanchi, ça risque de tomber sur la tête du chef de l'État. S'il est condamné, l'avenir politique de Vital Kamerhe reste sombre et c'est peut-être la fin. Parce qu'il y a d'autres alliances qui vont se former avant 2023 et il sera absent et son casier judiciaire sera entaché
et puis il sera hors course et ça sera vraiment... Il y a déjà un nom qui est cité, Claude Moulichokaye, mais un nom qui est cité, François Mwamba, cité avec insistance pour le remplacer. Est-ce que vous trouvez normal que les choses se passent comme ça? Faut-il attendre le prononcer, le procès, ou le remplacer en attendant? De toute façon, moi j'avais dit même avant qu'il ne soit placé sous le mandat d'arrêt provisoire, que Vital devrait démissionner de ses fonctions de directeur de cabinet chef de l'État, parce que sa position pouvait influencer d'une façon ou d'une autre la procédure, la justice. Mais si le chef de l'État estime que François Mwamba peut être son DIRCAB, de toute façon, l'île est irremplaçable sur cette terre des hommes. On peut toujours le mettre. C'est un cabinet du chef de l'État. Il est le seul à juger que non, tel peut m'aider sur tel, dans telle fonction. Si c'est Jean-Pierre Kayembe, si c'est Nico Faye, il peut vous nommer. Mais l'alliance maintenant... qui et à n'importe quelle fonction. Mais il y a un problème maintenant. L'alliance formée à Genève en décembre 2018, que devient finalement cette alliance, le Cap pour le changement? Donc c'est à Nairobi, pas à Genève. Ah, Nairobi, excusez-moi. À Genève, c'était plutôt la Mouka. Genève a capoté. Excusez-moi. Il y avait 7 patrons de Langa Star que je l'ai qualifié. Et l'opinion se souvient de cela. Maintenant, il y a eu scission. 2. Ils sont allés au Kenya. Ils sont retirés pour aller à Genève. C'était sous la bénédiction du président kenyan qui a conseillé à ces 2 acteurs politiques. Alors, l'accord de Nairobi, maintenant, que devient-il? Devant la justice, devant les droits, il n'y a pas de circonstances atténuantes. S'il y a les prononcés, si on arrivait à prononcer à la Cour de cassation, l'accord tombe. Et si, peut-être, le chef de l'État peut demander à l'INC, parce que l'INC va rester, va fonctionner, même si son président est en... On apprend qu'il y a déjà des ministres qui chercheraient à se désolidariser. Parce que l'INC n'est pas incarné par Vital Kamerhe. C'est un parti à caractère national qui est représentatif. Mais l'accord, c'était entre deux hommes. Les 26 provinces se sont représentées dans ces partis politiques. Donc, le parti de Vital Kamerhe va continuer à fonctionner. On peut présenter un autre candidat en remplaçant Vital Kamerhe pour matérialiser l'accord de Nairobi. Et les choses peuvent aller de l'avant. Même si on n'a pas encore essayé de dédoubler l'UNC, qu'il y aurait des ministres qui essayent de... Parce que nous voulons trop politiser sur cette question. Nous voulons trop politiser. Nous nous basons sur les faits. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de documents qui attestent qu'il y a des indices de culpabilité? Nous, on analyse. À charge de Kamerhe. On peut analyser pour projeter, mais je suis sûr que l'UNC, c'est un parti politique national. Il y a des cadres valables qui peuvent remplacer Vital Kamerhe à la présidence. Parce qu'on a vu Fachi ici. Lorsqu'il a gagné les élections, il est allé prêter serment, il est devenu chef de l'État. Il y a quelqu'un qui fait l'intérim jusqu'au Congrès, et le Congrès va déterminer qui va présider au destiné du parti UDPS. Ça sera même le cas pour l'UNC, qui est un grand parti politique. Il y a des cadres valables là-bas. Et aujourd'hui, il y a un intérimaire, secrétaire général intérimaire, et peut-être les statuts, je ne sais pas, je ne maîtrise pas les statuts parce que je ne suis pas de l'UNC, je ne maîtrise pas les statuts. Que disent les statuts de l'UNC pour que on prévoit les remplacements de Vital Kamerhe? Nico va prendre aussi la parole. Est-ce que l'avenir est sombre pour Vital Kamerhe et son UNC? Que deviendra ce parti politique? Mais au finish, que devient l'alliance formée à Nairobi en décembre 2018? Oui, je vous dis que non, sans abandon ni faux fouillant, qu'est-ce que ça soit du bluff, que ça soit fait réel, le fait que Vital Kamerhe ait passé une nuit au centre pénitentiaire de Makala, si c'est un jeu, lui n'a pas bien réfléchi quant à ça. On n'est plus là, on évolue. On voit maintenant son avenir politique. Son avenir devient sombre, ombrageux, nébuleux, du fait que son image est déjà ternie davantage. L'avenir du cash maintenant de l'UNC. Maintenant, les choses, si à l'absence de Kamerhe, maintenant c'est un boulevard des 160 bandes ouverts à l'UDPS seul. Parce qu'à ce stade, je ne vois pas un seul candidat de taille qui puisse faire face encore au cash, à l'UDPS. C'est pour cela que je dis il faut vraiment élaguer cette piste d'un jeu qu'ils auraient fait pour peut-être tromper l'opinion. Est-ce que l'UNC va basculer dans l'opposition ou le parti va rester aux côtés de l'UDPS au nom de l'Alliance? Avant de commencer l'émission, j'ai vu dans une bande passante l'UNC promet de grandes décisions. Attendons le grande décision selon elle. Et puis voyons voir, mais néanmoins,
le fait que Kamere soit en prison, là, il faut déjà mettre une croix à cette coalition FCC et Cash. UDPS et UNC. On peut parler de la rupture maintenant. Écoutez, en tout état de cause, c'est le divorce. D'ailleurs, je me recours, si Antoine est innocent, s'il veut réellement que les choses avancent, que Antoine pousse l'autre à la démission. Parce qu'il y a deux manières d'obtenir la démission. Oui. Elle peut être volontaire, ou soit on peut pousser quelqu'un à la démission. Contraignante. Alors, du fait que Kamere soit déjà mappé, je ne vois pas pourquoi Antoine doit encore attendre un seul instant pour décider de la démission. Mais c'est important, cette question. Est-ce que Tshisekedi ne se crée pas un ennemi de plus dans cette affaire? C'est réellement c'est politique. Est-ce qu'il n'a pas ouvert un autre front au-delà des sauts des moutons qui lui pourrissent déjà la vie? Non. Devons reconnaître que l'image, je cesse de me répéter, il n'y a pas un seul parti politique qui peut sacrifier des gens pour cause de son image comme l'UDPS Tshisekedi. L'UDPS Tshisekedi, vous reconnaissez, en 2006, le fait Etienne a signé, a pris une décision nommant Belchika comme coordonnateur du COC. Mais dès lors qu'Etienne était tombé malade, il sentait perdre le contrôle du parti. Il arrivait à renier tout ce qu'il avait signé en faveur de Belchika. De même aussi, un cas aussi récent. Quelle est l'image que les gens avaient depuis un temps de Sami Badibanga? On a fait croire aux gens ici que Sami Badibanga était un traître. Mais de quelle manière Sami Badibanga est devenu aujourd'hui vice-président du Sénat? Qui l'a facilité? N'est-ce pas l'UDPS Tshisekedi? Écoutez, Kamere était un félin, mais il s'était aussi ligué avec d'autres félins. Pour l'image, pour la réputation, on paie les sacrifices. Parce qu'aujourd'hui, au vide du bilan, parce que maintenant c'est l'heure du bilan, oui. C'est le bilan qui a fait que l'UDPS Tshisekedi décide de se désolidariser avec l'UNC. Est-ce que ce n'est pas la politique du bouc émissaire, comme on le voit souvent à l'UDPS? Quand ça va, c'est nous, quand ça ne va pas, c'est l'autre. Comprenez mon langage. Lorsque je dis que, lorsqu'ils estiment que sa réputation est en danger, elle peut vous sacrifier. C'est quoi? C'est ça la politique du bouc émissaire. Lorsqu'il y a victoire, c'est nous. Lorsqu'il y a échec, il faut chercher un alibi. C'est ça la logique de l'UDPS Tshisekedi. Et les gens doivent comprendre. Je vous pose une simple question. Sami Badibanga, qu'est-ce qu'on a dit de lui ici lorsqu'il était nommé Premier ministre? Très, ceci, cela. Mais posez-vous la question. Qui a propulsé la candidature de Sami Badibanga? Bien. Moi, je pose des questions et c'est vous qui répondez. Claude prend le micro. Est-ce que Tshisekedi a ouvert un front de plus? Kamere, une fois dans l'opposition, risque de nous dévoiler des choses impossibles ici. Ça peut arriver, Jean-Pierre. Parce que vous ne pouvez pas oublier que l'image du chef d'État a été tellement ternie suite à des difficultés d'exécution des programmes d'urgence de 100 jours, notamment ceux de Mutombo. Parce que... Ceux de Mutombo, c'est quoi? Les sons de Mutombo qu'on a placés à travers... On appelle ça ceux de mouton, s'il vous plaît. Bon, moi j'ai appelé ça ceux de Mutombo. Parce que on a décrié cela. On a dit ce n'était pas une urgence. Vous venez de prendre le pouvoir en janvier, au mois de mars, 2 mois, moins de 2 mois, déjà vous lancez ceux de Mutombo. Les programmes d'urgence, c'est un programme très vaste. Mais ça a été résumé par les sauts de Mutombo qui n'ont pas donné satisfaction aux Congolais. Bien au contraire, les gens souffrent jusqu'aujourd'hui. Alors au lieu d'assumer la responsabilité, on sacrifie des gens. Non, parce qu'il dit que son image, il va perdre sa crédibilité au fur et à mesure. Parce que cette affaire d'abord a englouti beaucoup d'argent, détourné. Et c'est lui qui est en tête. Parce que tout le monde accusait le chef d'État de protéger son ami. Parce qu'on disait que Fidel c'est son ami. Ils sont en coalition IDPS, INC. L'accord de Nairobi, vous venez de l'évoquer tout de suite. Et puis, c'est son allié politique aussi. Il peut faire des choses, même en 2023, ensemble. Alors, il faut vraiment qu'il recouvre la santé politique en mettant les choses au clair, au nom du peuple d'abord, parce qu'il est venu avec le peuple d'abord. Et nous avons dit que ici, s'il arrivait que le chef d'État continue à protéger Vital Kamere, en tout cas,
pourrait porter la responsabilité seule de ce dossier. Bon, même si on sent que sur le plan social, les choses n'ont pas fondamentalement changé, on voit la gestion chaotique du Covid-19. Aggravée par Covid-19. 207 personnes contre 20 décès, alors qu'ailleurs, il y a des pays qui ont même jusqu'à 1500 cas contaminés, 0 décès, ça existe, vous pouvez faire des recherches. Mais Claude Molichot, au-delà de la politique du bouc émissaire, comme on le disait, mais au fait, le problème, c'est pas que Vital n'est pas malchanceux lui-même. Comme je le disais au début de l'émission, l'homme des courtes joies, spécialiste des courtes joies, on l'a vu aux côtés de Kabila. Après quelques années, il bascule dans l'opposition. Aux côtés de Tshisekedi, il brille et tout d'un coup, moins de 2 ans, le voilà encore avec des problèmes. Est-ce que le problème n'est pas ce personnage, Vital Kamerhe? Je ne pense pas. Vital Kamerhe, on l'a dit ici, dans cette émission, qu'il n'avait pas une bonne santé financière depuis qu'il a quitté le camp de Joseph Kabila Kabange. Bon, vous savez que Joseph Kabila Kabange a un grand cœur. Vous vous souvenez de la création du G7? Des gens qui ont fait une lettre ouverte au chef de l'État, qui était à l'époque Joseph Kabila, disant que vous ne voulez pas organiser les élections, nous on va quitter parce qu'on voit l'avenir est sombre, la démocratie n'est pas... On quitte pour aller à l'opposition. Et je pèse mes mots ici, un certain conseiller spécial en matière de sécurité, il était dans les coups. Pierre Lumbi. Pierre Lumbi, pour ne pas le citer, dans ces dossiers. Et Joseph Kabila a laissé tout ce monde-là faire sa déclaration librement. Et il continue à faire la politique librement. Quelqu'un qui a un grand cœur. Vital Kamerhe, qui est parti librement, après ils avaient écrit que pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila. Il est parti librement, sans inquiétude. Joseph Kabila Kabanga, avec son grand cœur, il a pardonné à tous ces gens-là. Et arrivé ici, tu sais qui nous a amené le peuple d'abord? Félix. D'abord, c'est son père, Etienne Tshisekedi Mulumba, et lui-même qui a dit, je travaillerai pour d'abord le peuple et la justice et l'état des droits. Mais l'état des droits, c'est ça l'état des droits. Donc, il n'y a plus d'intouchables, il n'y a plus de protégés. Parce qu'on avait accusé Joseph Kabila Kabange d'avoir amadoué des gens qui ont pris l'argent au niveau du fonds. Fonds commun pour le Congo? Non, FPI. FPI. Le Fonds pour la promotion de l'industrie. Fonds pour la promotion de l'industrie, merci de la précision, FPI. Joseph Kabila Kabange n'a jamais autorisé quelqu'un de son camp politique, du FCC ou du PPRD, d'aller prêter l'argent au FPI. Jamais. Voilà. Et on a dit à tous ces gens-là, vous allez remettre cet argent. Il n'a pas autorisé. Parce que les gens qui disaient, non, il y a déjà du PPRD, du FCC qui sont cités dans les prêts non remboursables au pays. C'est faux. Alors ici, au nom du peuple d'abord, au nom de la justice sociale, au nom de l'état des droits, nous devons arriver jusqu'au bout. Sinon, en tout cas, nous, on ne va pas lâcher ces dossiers. On va critiquer même les actions du chef de l'État. S'il y a des compromissions ou des rétrocommissions, comme on a semblé toujours dire, nous allons arriver jusqu'au bout. On ne va pas se taire. On ne va pas se taire, mais Kamerhe est issu quand même de l'Est. On dit que cette région du pays est un ventre mou de la République, avec toute l'insécurité qu'il y a. Est-ce qu'on ne risque pas d'ouvrir une boîte à Pandore, ouvrir une brèche qu'on ne saurait fermer? On a commencé à manifester. Il y a des manifestations de jeunes à Bukavu. Oui. Soi-disant fief de Vital Kamerhe. Non, Vital n'est pas le seul leader de l'Est. Il y a beaucoup de leaders de l'Est qui sont soit au FCC, soit au CACH. Ils sont nombreux. Ils sont très très nombreux. Bon, je ne vais pas citer les noms ici, mais vous les connaissez. Vous êtes un journaliste vraiment avéré. Il y a des Némi Moulania et les autres. Donc Tshisekedi gagnerait en fragilisant son allié principal, Vital Kamerhe. Non. Il ne va pas... Vous savez que Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a ouvert son cœur. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui aime la vérité. Mais il y a des contraintes tout autour de lui. Des gens qui cherchent à le trahir comme on a trahi Kabila. Parce que moi, je dis toujours que Kabila a été trahi par ses collaborateurs qui sont aujourd'hui au FCC. Et j'ai toujours dit qu'au FCC, il y a des infiltrés. J'ai commencé à citer les noms des infiltrés avant même la désignation d'Emmanuel Zachadari le 8 août 2018 comme candidat dauphin du président Kabila à l'époque. Et après la désignation de Zachadari, on a vu les Kinks qui sont partis, ils sont nombreux pour ne pas les citer. Alors aujourd'hui, il y a des infiltrés aussi au CACH qui cherchent à torpiller l'action du chef d'État. Et il a perdu sa crédibilité. Une année après, bon, encore cette affaire de Covid-19, donc c'est terrible. Parce que tout ce qu'on nous a promis par
nos frères du cash, notamment Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, on n'a rien vu jusque-là. Plus d'une année de mandat, Nzala Eza Makassi, et les études, il faut payer les dollars, parce qu'on avait dit on va rabattre les dollars jusqu'à moins de 100. Aujourd'hui, le dollar, c'est à combien? La situation sociale est explosive. C'est catastrophique. Voilà. Et on va dire encore c'est Kabila qui a bloqué? Non. Nous devons aller vers la vérité, vers l'état des droits, vers la justice sociale. Et si on n'y va pas, c'est le chef de l'État lui-même qui porterait la responsabilité. Nico, est-ce qu'on gagne en fragilisant Kamerhe? Est-ce qu'on ouvre un autre front de plus? Est-ce qu'on essaye d'écarter des témoins gênants? Non, je vous ai dit ici, le problème de l'UDPS Tshisekedi, c'est d'abord chercher à redorer tant soit peu son image dans la vie de Kinshasa. Pour votre information, l'UDPS Tshisekedi n'avait même pas de candidat dans tous les grands Kivu. Mais savez-vous, candidat député national, il n'en avait pas. À Bukavu, qu'est-ce qu'il perdrait? Parce qu'aux élections de 2018, l'UDPS n'avait pas aligné de candidats à Bukavu. Il n'avait pas de candidats. Mais le bastion de l'UDPS était Kinshasa, mais à ces jours, ne devons pas nous voiler la face que l'UDPS, Tshisekedi, a perdu Kinshasa. Kinshasa est entre les mains de qui en ce moment? À ces jours, il y a... Il n'y a pas de maître? Non, maintenant, il n'y a pas de maître. Maintenant, c'est un peu partagé. Il y avait Fayoulou qui semblait prendre de l'ampleur, mais lui aussi, compte tenu aussi de ses positions floues, et aujourd'hui... Qui contrôle Kinshasa exactement? À ce jour, en tout cas, franchement, il faut qu'il y ait un autre quelqu'un qui vient avec du souffle. On a vu des étudiants à l'UNIKIN dire Kabila, Fozonga. Est-ce que ça ne signifie pas que... C'est ce que nous disons. Aujourd'hui, Kinshasa est resté dans une position de neutralité en attendant quelqu'un d'autre qui puisse prendre le contrôle de Kinshasa. Non à la balkanisation, on a assez parlé de Vital Kamerhe, mais l'autre actualité, c'est la chloroquine ou le Covid-19. Je voudrais qu'on en parle, c'est très très important parce que certains de nos compatriotes sont en train de mourir. 20 personnes déjà. 20 personnes ont péri suite à cette pandémie qui ravage le monde. 207 cas déjà contaminés. La progression grimpe tous les jours. Entre-temps, il y a une polémique née des boîtes de chloroquine données par Olive Lembe-Kabila, l'ancienne première dame qui a réagi aux polémiques, enfin, qui a recadré ce qui pouvait l'être dans une interview qu'elle nous a accordée. Elle dit qu'on ne lance une pierre qui est sur une mangue mûre. Nico, vous allez garder la parole. On a parlé de cette chloroquine d'Olive Lembe pendant une semaine. Et d'ailleurs, j'étais avec des responsables médicaux au niveau d'Engaliema qui m'ont certifié que 9 personnes sont déjà guéries. Elles étaient sous traitement de la même chloroquine qui était là jusque-là à Kinshasa, en dehors d'autres comprimés qui sont arrivés plus tard dans de la Belgique. Est-ce que vous comprenez qu'on dise que ces produits étaient contrefaits? Est-ce qu'il s'agit de la mauvaise foi des gens qui essayent d'écarter aussi, comme on l'apprend sur Internet? On sait que le bruit sont venus des proches du président, c'est Abraham Lwakabwanga, le directeur de la presse présidentielle, qui a relayé largement ce communiqué, ou encore Roselyne Bombo, la cousine du chef de l'État. Est-ce qu'au niveau de l'UDPS, on continue avec la politique du bouc émissaire en voulant diaboliser d'autres potentiels challengers à la présidentielle de 2023? Oui. Enfin, je ne veux pas dire qu'Olive Lembe est candidate en 2023, il faudrait que ce soit clair. Oui, j'aimerais d'abord vous dire ceci, qu'il faut que les autorités de Kinshasa arrivent à demander pardon à mon peuple. Lorsque j'attirais l'attention de mon peuple et des autorités sur cette problématique de Covid-19, on me prenait peut-être pour un fou. Si nous en sommes aujourd'hui à plus de 200 cas, à plus de 20 morts, ce sont des situations qui auraient pu être évitées. Pourquoi cette incurie? Pourquoi avoir pris du temps? Pourquoi s'être réveillé tardivement, très tardivement même? On a déjà demandé aux autorités de prendre des mesures draconiennes. Les confinements. Pourquoi n'ont-ils pas fermé les frontières en son temps? Chaque jour qui passe, les cas ne font qu'augmenter. Depuis que le Covid, il n'y a pas de situation statu quo.
il n'y a qu'augmentation chaque jour qui passe. Il y a quand même des guérisons. Il y a une centaine de personnes qui présentent des signes de guérison. Et il y a un problème ici avec... Attention, vous minimisez 20 morts. C'est très important, oui, c'est très important. Et même combien vont mourir? Un seul décès est un décès de trop. Combien seront encore contaminés? Alors, la personne qui amène une bienfaitrice, une particulière, qui amène des produits et qui est vite diabolisée par des laboratoires occultes payés à cette fin. À ma qualité de procureur général près le peuple, je n'aime jamais que mon peuple soit victime d'une injustice, d'une jalousie et surtout à outrance. Ces mauvaises langues dans ce pays. Moi, j'ai battu campagne pour la machine à voter. Les gens pensaient que j'étais payé par la CENI. Je n'ai jamais reçu un seul rond de la CENI. Mais la manière dont je m'étais battu, les gens pensaient que j'étais payé. Je ne peux pas accepter que ce sont toujours les mêmes personnes qui faisaient tuer les gens sur base de mensonges. Machine à voler, machine à tricher. Nous n'irons pas aux élections. Prenez les papiers, prenez les silos. Et ils sont allés plus loin jusqu'à ce jour. Ils ont semé encore le doute dans les chefs de mon peuple que le Covid-19 n'est pas encore réel au Congo. Ce serait encore une COP. Vous ne répondez pas à ma question. Alors, quant à la question, je ne peux pas moi comprendre. La chloroquine, c'est un produit pharmaceutique, d'ailleurs, qui était déjà en voie de disparition. Je me rappelle, lorsque nous fûmes encore de gosses, c'était un des produits qu'on nous administrait, c'était chloroquine et camouquin. À un moment, c'est un produit que les gens avaient déjà oublié. Mais comme c'est une infection virale, l'infection virale, surtout lorsqu'elle est nouvelle, il faut essayer avec plusieurs produits. Les produits qui vont tenir, c'est celui sur lequel on va s'appesantir. Qu'une Congolaise estime bon d'aider son peuple en détresse, qu'elle fasse part d'une contribution à hauteur de 8000 chloroquines, là où la coordination n'avait même pas 10 comprimés de chloroquine. Je dis bien, lorsque Mme Olive Lembe a eu à faire ces cadeaux, la coordination n'avait même pas 10 comprimés de chloroquine, qui a estimé bon de partager ce qu'elle a avec sa population. On donne les 8000 chloroquines, les mauvaises langues racontent que non, elles seraient fausses. Mais posons-nous la question, si les 8000 chloroquines étaient fausses, mais l'argent, le 200 000 $, on n'en parle pas. Si les 8000 chloroquines étaient fausses, les 2500 000 aussi étaient des faux. Mais pourquoi on n'en parle pas souvent? Est-ce que la coordination a-t-elle émis des réserves quant à ça? Pourquoi ces mauvaises langues? Est-ce que la coordination, c'est elle qui pouvait être demanderesse si elle avait estimé que la chloroquine déposée par Mme Olive était de mauvaise qualité? C'est elle qui aurait dû requérir l'expertise d'un laboratoire. Mais jusqu'à ce jour, que ce soit la coordination de la riposte, que ce soit le professeur Mouyembe, je n'ai pas senti récuser de manière frontale la chloroquine déposée. Et la preuve en est que la même chloroquine qui avait été déposée, elle est allée aussi traiter d'autres Congolais à la cité de l'Union africaine. Mais pourquoi ça doit faire bruit? Est-ce qu'avec un tel comportement... Vous avez des preuves que cette chloroquine a soigné des gens à la cité de l'Union africaine? Si la coordination, elle est nationale. Il ne faut pas oublier que la coordination, elle est nationale. Elle déploie tout ce qu'elle a partout où elle veut. Elle a envoyé une partie de la chloroquine à la cité de l'Union africaine où il y a un hôpital. Vous avez des preuves? J'ai dit ceci. Ce n'est pas à vous de me demander ça. Est-ce que pour une telle matière, avons-nous intérêt à calomnier quelqu'un? Est-ce qu'il y a des malades à la cité de l'OUA? Écoutez, on a dispersé les malades. En plus, avec ce genre de questions, vous risqueriez d'encourager ceux qui disent que non, c'est une maladie honteuse. Covid n'est pas une maladie honteuse. Bien, Nico. S'il y a quelqu'un, s'il y a des malades à la cité de l'Union africaine, s'il y a des malades en Galiema, s'il y a des malades qui se font soigner à domicile, ce n'est pas honteux que les gens aient le courage de démystifier. Le Covid n'est pas un tabou. Merci, Nico. Au contraire, il faut se mettre sur la toile, crier si vous avez des symptômes pour que vous soyez traité. Claude Molich va prendre la parole. Effectivement, il faut reconnaître qu'aucun expert
Même pas au niveau de l'INRB, personne n'a remis en cause la chloroquine donnée par Olive Lembe Kabila, que nous saluons en passant, et à qui nous disons merci pour ces gestes de générosité, des produits qui auraient soigné, comme le disait Nico, certaines personnalités au niveau de l'Union africaine. Nous n'avons pas de preuves. Alors, Olive Lembe qui a accordé une interview à la presse hier, elle expliquait qu'elle se remettait en fait à l'expertise médicale. Elle n'a pas acheté des produits, elle s'est remise à des experts qui ont acheté des produits parce qu'il y avait urgence pour connaître des Congolais. Mais d'où vient cette mauvaise foi, Claude Molisho Kayembe? Les Congolais sont-ils si jaloux jusqu'à ce point? C'est l'esprit diabolique. L'esprit diabolique des Congolais. On peut être adversaire politique, mais on n'est pas des ennemis. Comment se fait-il que des gens vraiment placés à un certain niveau élevé de la vie nationale, vous profanez quelque chose dans un coin ou dans un bureau devant votre ordinateur, vous pianotez des fausses informations pour les livrer au public, comme aujourd'hui tout le monde peut communiquer avec les nouvelles technologies. Et on lance quelque chose comme ça pour salir Maman Olive. Est-ce qu'Olive me dérange? On ne peut pas salir Maman Olive. Est-ce qu'elle dérange? Maman Olive, c'est un baobab. Oui, c'est un baobab. On ne peut pas secouer un baobab. On ne peut pas le secouer. Donc c'est vraiment un arbre qui est référentiel dans la forêt. Est-ce qu'elle gêne certains intérêts ici? Peut-être, parce que partout, on a contredit ces messages qui seraient venus. Vous avez parlé d'Abraham Lacouabanga. Abraham Lacouabanga, Roselyne Bombo. De la presse présidentielle. Nous les citons. C'est parce qu'il y a des traces, il y a des preuves. Pourquoi faire ça? Pendant que l'ambassade d'Haïti, ou l'ambassade d'Haïti, qui a été citée pour cette affaire, il dit que non, ce n'est pas la chronologie donnée par Maman Olive. Au niveau de la coordination des réponses au Covid, rien avec Dr Mouyembe, il n'y a personne qui remet en cause la chronologie donnée par Maman Olive, partout, même des médecins de qualité. Mais il y a quelqu'un qui tombe comme ça et il livre les informations par voie. Est-ce qu'on essaye de salir la toile pour salir Maman Olive? Au fait, nous on ne peut pas. Claude Molisho, je te dis que je reviens à vous. Je suis kabiliste d'abord. C'est pas parce que je suis kabiliste que je l'ai dit, mais je suis aussi congolais. Vous êtes journaliste aussi? Oui, je suis journaliste, mais je l'ai dit tout haut, mais Maman Olive, c'est un baobab. Attendez. On ne peut pas la secouer. Je vous relance. On dit de plus en plus que Joseph Kabila préparerait sa femme en fonction de la présidentielle de 2023. Est-ce que les adversaires ont eu écho de cette nouvelle et qu'ils ont commencé, au lieu de tirer sur Kabila, tirer plutôt sur sa femme? Est-ce qu'il y a un texte légal ou des textes légaux qui interdisent à Joseph Kabila Kabange aujourd'hui de se présenter comme candidat président de la République? Est-ce qu'il y a des textes légaux qui interdisent à Maman Olive, comme congolaise, de se présenter comme candidat président de la République? Non. Où est le mal? Si Joseph Kabila préparerait sa femme, c'est une congolaise. Nous sommes en politique. Et si en politique on arrivait à respecter la loi, il n'y a pas de problème. Où est-ce qu'on a violé la loi sur ce point-là? Quelqu'un qui voit vraiment une calamité qui arrive, qui prend l'argent de sa poche, qui achète la chloroquine et qui fait expertiser la chloroquine par les experts, permettez la tautologie, et donne à la population pour guérir les malades, même devant Dieu. Et vous dites que non, ce sont des faux produits. Non. Et qui ont été expérimentés par des scientifiques. Et vous n'êtes même pas, même pas qualité. Et vous dites que non, ce sont des faux produits. Vous propagez des Merci beaucoup, Claude Molisho Kayembe. Madame Olive Lembe Kabila, qui était en tournée également mercredi, elle a visité une dizaine d'orphelinats et hospices des vieillards. Elle a remis effectivement des produits vivriers à ces pensionnaires, de cartons de riz, de semoules, des haricots, des poulets et autres, et des enveloppes importantes pour prendre en charge les personnes internées dans ces orphelinats ou encore dans ces hospices des vieillards. Un acte qu'il faut saluer. On va encore Congolais, dire que ce sont des produits périmés. Congolais, il faut arrêter avec la mauvaise foi. La haine ne paye pas. Et comme nous, on dit ici dans Non à la balkanisation de la RDC, Loboko et Mesana Kosala Bakata Kayango,
l'actualité. Messieurs, l'émission est finie pour aujourd'hui. Merci, C'était un plaisir pour moi de vous recevoir tous les deux. On est très, très, très contents. On a vraiment analysé l'actualité et je pense que les téléspectateurs ne seront pas déçus. Et Nico? Je dis à mon peuple, dans ce pays de commérage et de colportage, n'oubliez pas que dans ce pays, on a fait croire aux gens une fois que les stylos de la CENI, cette encre-là, s'effaçait après que le lecteur ait paraffé. Dans ce pays. Avez-vous oublié? On a fait croire à mon peuple que le bulletin sur lequel l'on votait, il y avait un autre papier collant. Après le vote... La conclusion, il ne faut pas prendre beaucoup de temps. Non, c'est très important. Il faut éviter des comportements qui peuvent vous pousser les autres éventuels bienfaiteurs à venir aider la population. L'État a failli dans sa mission. Ça, partout, vous sentez que l'État ne se fait pas sentir. S'il y a des Congolais estimant qu'il faut apporter sa pierre à l'édifice, ne les découragez pas. Ne les découragez pas. Je ne vois pas en quoi la chloroquine donnée par madame peut poser problème. Et si elle posait problème, pensez-vous que le professeur Mouyembe pouvait laisser passer cette chloroquine-là? Je ne pense pas. Si ce ne sont que les oiseaux de mauvaise augure. Les oiseaux des mauvais augures, comme on dit, on ne lance une pierre que sur une mangue qui est mûre. À ceux qui font du bien au peuple congolais, continuez, persévérer en dépit de ce qu'on dira. Parce qu'en fait, on sait ce monde ce qu'il est. Nous n'arrivons probablement pas à le changer. Mais peut-être que nos actions changeront de plus en plus. Les gens essaient de comprendre quand même qui fait quoi dans ce pays, qui a échoué, qui a promis et qui n'a pas réalisé. L'émission est finie. On vous retrouve la semaine prochaine. On espère que Vital Kamerhe sera encore en détention. Peut-être qu'il sera déjà libéré. Et nous reviendrons pour vous dire tout ce qui se sera passé. Vous allez commenter cette émission au bas de la chaîne. Vous nous mettrez vos commentaires que nous lirons, qui vont nous permettre de nous améliorer. Le numéro qui est affiché, vous nous écrirez sur WhatsApp, vous nous appellerez pour nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Merci à l'ensemble de l'équipe technique qui nous a accompagnés dans la production de ce magazine, non à la balkanisation de la RDC. On se retrouve la semaine prochaine et on vous prévient que nous restons au front. Nous ne quitterons la brosse que quand le tout dernier ennemi de la RDC aura désarmé. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.